Vous écoutez La chèvre de ma mère, le secret de la prospérité financière, écrit par Ricardo Kanyama, édition 2020. Narrateur, Fred Nguébé, Monica Graspa Balako, Pascaline Osula, Hervé Kiminoumisou, Bernard Biokabongo, Lori Cholongo, Junior Kungakama, Sage Mundungu. À toi, Kunta Kinte, ancêtre libre, capturé en Afrique et asservi par des chaînes en fer ou devenir une machine de production en Amérique. Ta vie et ton histoire m'ont aidé à comprendre qu'on peut rester esclave sans forcément être enchaîné par des chaînes en fer. Toujours conscient de ta condition et prêt à te battre pour te libérer, tu m'as aidé à comprendre qu'il existe d'autres types de chaînes, puissantes et invisibles. Celles-ci peuvent maintenir des millions en condition d'esclaves pendant toute leur vie sans qu'ils s'en rendent compte, moins encore s'en rebeller. Ces chaînes sont parfois intérieures et enchaînent ce que nous avons de plus précieux, notre mental. Elles sont parfois extérieures à travers des systèmes économiques qui maintiennent celui dont l'intelligence financière n'est pas assez développée pour s'en apercevoir, dans une sorte d'esclavage moderne et valorisante. À toi, ma mère, qui grâce à ta seule chèvre a réussi à nous élever. Même si tu n'avais pas fréquenté l'université officielle, tu as cependant réussi dans l'université où des millions de diplômés échouent. Celle de la vie pratique, avec la plus grande distinction. Aux jeunes du monde entier qui ont réussi dans les universités officielles et qui désirent réussir dans celle de la vie pratique, je dédie ce livre. Puisse-t-il vous aider à comprendre et à trouver le chemin vers la liberté financière. Ricardo Kanyama, je suis Kunta Kinte. Remerciements. À Dieu Tout-Puissant, qui a conduit mes pas vers le chemin de sa sagesse. À ma mère, qui m'a appris à me prendre en charge depuis ma petite jeunesse. À ma femme et mes merveilleux garçons. À mes auditeurs et lecteurs qui m'ont accordé leur temps précieux pour écouter ou lire l'histoire de la chèvre de ma mère. Aux étudiants de l'ISTC, qui m'ont beaucoup encouragé à écrire ce livre, afin d'aider ceux qui, comme moi, voudraient réussir leur vie financière. À vous qui ne cessez d'en parler autour de vous, spécialement l'équipe de KIP Academy Paris, qui en a fait sa mission. Au révérend père Yves Menanga, qui a soigneusement corrigé le manuscrit de ce livre. Je vous présente toute ma gratitude. Avant-propos à la 2e édition. Il y a 12 ans, c'était en 2007, j'étais parmi les rares personnes à m'apercevoir que l'école, dans sa forme actuelle, ne nous enseignait rien sur les finances personnelles et l'argent. Cette prise de conscience m'avait aidé à sortir de cette illusion pour aller chercher ailleurs, une connaissance qui pourrait m'aider à devenir riche à partir de rien. Je regrettais qu'aucun Africain devenu riche n'avait écrit pour partager aux autres ses connaissances et son expérience sur ce qu'il faut faire pour devenir riche. J'étais donc obligé de l'apprendre seul, et très souvent par des livres écrits par des Américains. Ces connaissances étaient beaucoup plus proches de la sagesse de nos ancêtres, comme celle de la chèvre de ma mère. Grâce à ces découvertes, j'étais parti d'un capital de $50, soit l'équivalent du prix d'une chèvre, pour devenir millionnaire en dollars américains. C'est là qu'était née l'idée d'écrire des livres pour partager mes découvertes et mon expérience avec les autres, dans l'objectif de les aider à faire comme moi. Car je suis toujours convaincu que l'Afrique deviendra riche s'il y a un plus grand nombre d'Africains qui deviennent riches. Et pour que cela advienne, il faut qu'il y ait plus de gens qui découvrent la vérité dans ce domaine. Même si beaucoup regrettent d'avoir lu ce livre en retard, je suis heureux de constater que des millions de gens m'ont remercié de l'avoir lu. Si je devais reprendre tous les témoignages reçus des lecteurs de ce livre, je devrais écrire un autre livre plus volumineux que celui-ci. Mais j'ai pensé reprendre ici 3 témoignages. D'abord celui d'un lecteur qui m'a partagé son expérience en ces termes. Ricardo, je suis tombé sur ton livre par hasard. J'ai commencé la lecture vers 15 heures, mais je ne savais pas comment m'arrêter. J'ai continué la lecture toute la soirée et c'est à 3 heures du matin que je suis arrivé à la fin. Pour la première fois, j'ai lu un livre en un temps record et jamais un livre m'a autant révolutionné. Et c'est cela, la chèvre de ma mère.
un livre que les lecteurs ont lu en temps record. Un autre témoignage qui m'a particulièrement touché est celui d'un homme d'une cinquantaine d'années qui a partagé lors d'une formation comment ce livre avait changé la vie dans son couple. Le lecteur avait lu le livre et il était convaincu que c'était la solution au problème d'argent que vivait sa famille. Sa femme, qui ne faisait rien sinon regarder la télévision du matin au soir, était une grande dépensière qui estimait que l'argent qu'on lui laissait ne suffisait jamais. Mais comment convaincre sa femme de lire un livre sans créer de dispute? Le monsieur a eu une géniale idée et a proposé le deal suivant à sa femme. Ma chérie, si tu lis ce livre, je t'offre $100. Pour gagner $100, son épouse s'est mise à lire le livre. Il a fini en 2 jours. Après avoir fini, elle dit à son mari. Tu peux garder ton argent. À partir de ce moment, elle se mit à épargner une partie de ce qu'elle recevait pour la cuisine. Et quelques mois plus tard, elle commença un commerce devant sa maison. Des employeurs, comme l'ambassade des États-Unis, ont acheté ce livre pour le distribuer à leurs agents afin de les aider à sortir des habitudes d'être toujours à découvert. Nombreux s'en sont servis pour trouver un capital pour se lancer dans les affaires. La connaissance partagée dans ce livre s'est révélée être très efficace dans la vie pratique de beaucoup. Mis à part cet avant-propos que j'ai remplacé à celui de la première édition, un dernier chapitre sur l'intelligence financière africaine et une nouvelle conclusion, le livre garde l'ensemble de son contenu. Puisse ce livre vous aider à comprendre que nous sommes responsables de notre vie financière, que l'école ne nous a pas tout appris et qu'il y a des choses à changer dans notre culture si nous voulons nous développer comme peuple et continent. L'histoire de la chèvre de ma mère prouve que notre vie ne dépend pas uniquement des situations malheureuses qui nous arrivent, mais surtout de notre capacité à réagir positivement. De même qu'un troupeau de chèvres peut naître d'une seule chèvre, chacun peut relever le défi de devenir riche à partir d'un petit capital, si nous apprenons les règles de base de la richesse. Il y a la souffrance que nous nous imposons pour agir de façon à changer notre vie. Il y a aussi la souffrance du regret que nous éprouvons pour avoir négligé d'agir. Il semble que celle du regret est plus troublante et douloureuse. Introduction. Enseignant aux autres, j'ai fini par beaucoup apprendre sur les raisons pour lesquelles nombreux sont et demeurent pauvres, malgré leurs efforts pour sortir de la misère. D'un côté, il y a l'illusion d'avoir été formé à l'école sur les finances personnelles, et de l'autre, le manque de fonds. Beaucoup ont des rêves et des projets valables, mais pas d'argent pour les concrétiser. Évidemment, que pouvez-vous vraiment faire dans ce monde d'aujourd'hui, sans un sou en poche? Cependant, si les fonds sont nécessaires pour la concrétisation de nos projets, que faisons-nous pour les obtenir? Généralement, rien du tout. Sinon, attendre passivement qu'il tombe un beau jour de quelque part. Malheureusement, cela n'arrive jamais. D'ailleurs, d'où viendrait-il? J'ai rencontré de jeunes gens de moins de 30 ans qui espèrent des fonds pour réaliser leurs beaux rêves. Bon, ils sont encore jeunes. Si à leur âge, ils ne les trouvent pas, ils se disent que ce sera peut-être le cas à la trentaine. Par un heureux hasard, ils obtiendront l'argent tant espéré. J'ai également côtoyé des trentenaires qui attendent patiemment des fonds depuis leurs 20 ans. Peut-être se disent-ils, Si nous ne les trouvons pas maintenant, nous les trouverons à la quarantaine ou à la cinquantaine. Pourtant, j'ai aussi croisé des individus de 40 et 50 ans, pauvres et humiliés par leur situation, qui affirment que Si j'avais eu les fonds, je n'en serais pas arrivé là. ils ont attendu ces derniers durant toute leur vie et les attendent encore aujourd'hui. Qui sait, patientent-ils en vain ou obtiendront-ils finalement cet argent lorsqu'ils n'auront plus de force pour entreprendre quoi que ce soit? Vraisemblablement, le malheur de nombreux vient du fait qu'ils attendent l'argent à vie. Ils ne comprennent pas qu'avant eux, plusieurs ont fait de même et ont achevé leur vie dans la pauvreté. En Afrique, j'ai rencontré des auditeurs qui affirment attendre des fonds de démarrage provenant de leur famille, résidant en Europe. Et en Europe, lors de mes conférences et voyages, j'ai discuté avec des immigrés qui prévoient de rentrer en Afrique une fois l'argent reçu. C'est paradoxal. Et vous-même, chers lecteurs, avez-vous besoin d'un capital pour vous lancer? Attendez-vous aussi? Depuis combien de temps? 1, 5, 10, 15 ans?
Patienterez-vous encore pendant combien de temps? De qui espérez-vous l'obtenir? Quant à moi, je fus l'une de ces personnes qui attendirent longtemps l'arrivée des fonds pour se lancer dans la vie. J'avais frappé à toutes les portes, celles de ma famille, des connaissances, des organismes, des banques et des structures gouvernementales. Mais sans succès. À mes 28 ans, il n'était toujours pas dans mes poches. C'est alors que je me fis cette réflexion. Comment devenir en partant de rien? Ce questionnement m'obligea à découvrir ce qui a permis à certaines personnes de devenir riches à partir de rien. Car, lorsqu'il est question de devenir riche, certains principes sont incontournables. L'un des principes capitaux est celui que je traite dans ce livre intitulé « La chèvre de ma mère ». Il consiste à construire son capital avec les moyens du bord dont on dispose, plutôt que de l'attendre indéfiniment. Incrédule au départ, je me demandais comment se construire un patrimoine avec un revenu aussi faible qui est le mien. J'arrive à peine à joindre les deux bouts. En effet, à cette époque, je gagnais environ 15 $ par mois. Après un moment d'hésitation, repensant à l'histoire de la chèvre de ma mère, je me résolus aussitôt à appliquer le dit principe. Après un début difficile, je finis par construire petit à petit un capital. Et quelques années plus tard, à mes 35 ans, j'avais déjà un patrimoine de plus d'1 million de dollars américains. Pendant ce temps, beaucoup d'amis et aînés continuaient à attendre des fonds malgré les années passant. La Bible ne dit-elle pas « À celui qui a, on ajoutera. À celui qui n'a pas, on retranchera le peu qu'il devrait avoir. » D'où, si vous n'avez rien, il n'y a aucune chance qu'une banque ne vous fournisse les fonds que vous espérez. Mettez-vous à construire votre pécule. Plus vous aurez l'argent et plus vous aurez la chance d'en obtenir. Ce livre, essentiellement basé sur mon expérience personnelle de la prospérité et sur celle de plusieurs individus dont j'ai étudié le succès financier, va vous révéler le principe qui m'a permis de partir de strictement rien et de faire fortune. Son but est d'aider ceux qui désirent réussir leur vie financière en partant du néant. Grâce à des exemples et des illustrations diverses, ils pourront acquérir une connaissance pratique sur la nature du principe, la meilleure façon de l'appliquer, les difficultés qui peuvent surgir et sur les stratégies pour les surmonter, jusqu'à générer d'heureux résultats concrets. La richesse financière. Il enseigne non seulement la manière d'obtenir l'argent, mais surtout de le garder et de le faire fructifier. Comme vous le découvrirez, grâce au principe appris de la chèvre de ma mère, j'ai pu transformer ma vie de pauvre misérable en celle d'un millionnaire. Et ce, en moins de 7 ans. Et comme la façon la plus rapide et la plus universelle pour réussir consiste à apprendre auprès de ceux qui ont réussi, vous trouverez ici le point de départ vers votre propre richesse. Enfin, je vous prie, à votre tour, de bien vouloir raconter cette histoire simple de la chèvre de ma mère à vos amis, parents, employés et membres de votre église ou de votre communauté. Car je suis convaincu que tout le monde peut changer sa vie en connaissant et en appliquant cette loi. Le plus grand bien que je peux faire aux autres n'est pas de leur distribuer ma fortune, mais de leur faire partager ce moyen simple qui leur permettra de ne plus manquer d'argent. Comme le dit l'adage chinois, mieux vaut apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que lui donner du poisson. Quand vous aurez fini la lecture de ce livre, revenez sur cette page pour répondre à ces questions. Pouvez-vous aussi devenir riche? Quel est le secret? Avez-vous compris le chemin qui mène vers la richesse? Êtes-vous prêt à appliquer ces principes? Première partie, la chèvre de ma mère. Petit temps, voici l'histoire de la chèvre de ma mère. Mon père biologique était un homme très entreprenant. Lorsque je suis né, en 1979, il disposait d'une grande ferme contenant des plantations de café, des troupeaux de bœufs, des chèvres, des moutons et des volailles.
Il était sans doute l'un des plus riches du village et de la contrée. Nous mangions de la viande à volonté et notre vie était agréable. Mais, un beau jour, alors qu'il était à peine dans la quarantaine et moi 6 ans, il tomba malade. Son état de santé se détériora très vite et il décéda. Ce fut un certain jeudi saint de 1986. Il fut enterré le vendredi saint au soir. Le village n'ayant pas de morgue pour garder le corps. Notre peine s'associa à celle de Jésus sur la croix. Notre vie bascula une fraction de seconde juste après son enterrement. Car, selon la coutume en vigueur dans notre village perdu d'Afrique, les biens d'un homme n'appartiennent pas à ses enfants, mais à sa famille, et donc à son clan. Mes cousins paternels étaient dès lors des héritiers légitimes des avoirs de mon père, leur oncle. Ce système se nomme le matriarcat. Il est en vigueur dans certains coins du continent africain. Il s'agit vraisemblablement de la forme la plus primitive de l'organisation sociale. Mais hélas, la tradition étant sacrée, qui pourrait la remettre en cause, surtout pas ma mère, qui avait grandi dedans. Nous devions donc quitter la maison paternelle et laisser tous les biens, y compris nos lits en bois et nos gobelets en plastique. Cependant, en signe de reconnaissance et par pitié pour nous, on offrit généreusement à ma maman et à la coépouse de son mari une chèvre à chacune. C'est de ce drame familial que naquit cette fameuse histoire de la chèvre de ma mère, qui me conduisit à construire mon propre capital à partir de petites économies. Mes auditeurs aiment souvent que je la leur raconte dans mes conférences. Par la suite, ils m'ont vivement encouragé à l'écrire sous forme de livre. C'est ce que j'ai fait, afin d'aider tous ceux qui cherchent à se lancer dans la vie sans argent et qui n'ont pas l'occasion d'assister à mes conférences. Selon eux, cette analogie avec la chèvre de ma mère permet de mieux comprendre le secret grâce auquel je suis parti de strictement rien et de bâtir une grande affaire me rendant millionnaire en 7 ans seulement. Nous nous mîmes alors en route vers le village de ma mère, situé à quelques 10 kilomètres de la ferme. Laissant derrière nous cette dernière avec ses plantations vertes de café, ses troupeaux et ses volailles. Ma mère rentrait ainsi au bercail avec ses 5 enfants et une chèvre après avoir été mariée durant un quart de siècle avec mon père qui nous avait laissés seuls face à une tradition impitoyable. Notre chèvre, attachée à une corde, marchait devant nous sous la direction d'un frère aîné du nom de Patrice. Une chèvre, oui, cette chèvre, c'était notre seul héritage, notre seule richesse. Notre vie en dépendait. Mais, en tant qu'enfants, nous étions trop jeunes pour comprendre pleinement la situation dans laquelle nous nous trouvions à ce moment-là. Mais, route faisant, vers le village de ma maman, les larmes incessantes qui coulaient continuellement sur ses joues nous laissaient entendre que ce voyage n'était pas une randonnée touristique. Pourquoi la chèvre ne devrait-elle pas être tuée? Arrivés au village, nous dûmes faire face aussitôt à une vie très difficile sur tous les plans. Les habitudes spécialement alimentaires n'étaient plus les mêmes. Oui, la vie peut vraiment basculer, croyez-moi. Nous refusions ce nouveau régime alimentaire basé essentiellement sur des feuilles de manioc, de patates douces ou de courges, préférant notre viande habituelle. Dès lors, nous demandions quotidiennement et avec insistance à maman de tuer la chèvre pour la manger. Notre mère souffrait terriblement de cette situation. Et pourtant, malgré ce fait et nos incessantes supplications, elle refusait de commettre cet acte. Nous étions déçus de son comportement et la considérions comme méchante. Un beau soir du mois de mai 1986, elle nous réunit autour du feu de bois et nous expliqua sa décision, les larmes aux yeux. Je fais cela pour votre bien, car si nous ne mangeons pas cette chèvre immédiatement, nous pouvons espérer sortir de la situation actuelle. Mais si par contre nous la mangeons aussitôt, après cela, nous ne pourrons plus jamais nous en sortir. Comme je n'aurai plus de quoi subvenir à vos besoins, en conséquence, vous allez mourir l'un après l'autre.
Sur quoi les aînés se mirent à pleurer, car ils avaient enfin pris conscience de la gravité de notre situation. Plus tard, j'appris que, dans la seconde situation, j'aurais été le premier à mourir, étant le plus jeune et donc le plus fragile. Effrayés à l'idée que nous risquions notre vie, ils demandèrent à ma mère de ne pas la tuer. Dieu merci. On lui donna alors le nom de Mussolini, source de la vie. En évoquant ce souvenir, l'émotion me gagne. Mussolini, cette seule chèvre de laquelle dépendait toute notre vie, mangeait dans nos mains. Elle passait ses soirées accroupie, à côté de nous, autour du feu, au lieu d'être avec les autres chèvres du village. Sentait l'affection et l'attention que toute la famille lui portait. La nuit, elle dormait à la porte de notre case en paille. Elle savait combien d'elle dépendaient nos vies. Enfin, le miracle s'accomplit très vite. Mussolini, l'unique chef de laquelle dépendait tout notre avenir, commença à prendre du poids. Et un beau matin, à la grande surprise de toute la famille, le miracle surgit. Elle donna naissance à une petite jolie chèvre. Vous ne pouvez pas imaginer notre joie et notre excitation. Nous avions à présent 2 chèvres. Puis, quelques mois après, Mussolini mit encore bas, cette fois-ci de jumelles. Les chèvres ne sont pas comme des vaches qui attendent plusieurs années pour se multiplier. La scène se répéta régulièrement. L'animal était décidé à nous sauver. Elle engendrait des jumeaux ou des triplés. Ces petits à leur tour procréèrent par une combinaison incroyable. Quelques années plus tard, la famille possédait un troupeau de chèvres et de boucs qui nous servait pour tous nos besoins, tant en termes de scolarité que d'alimentation. Nous avions retrouvé notre situation d'avant la mort de notre père. L'avenir sacrifié. Vous savez désormais ce qui s'est passé avec la chèvre de ma mère. Elle est née un grand troupeau, mais qu'en était-il de celle de ma belle-mère? Elle aussi s'était rendue au village de ses oncles avec nos demi-frères orphelins et leurs chèvres pour mener une vie de souffrance. Confrontée à des difficultés d'alimentation et d'autres besoins urgents, elle se résolut à tuer et à manger son animal sans trop attendre. Sa chèvre fut donc sacrifiée avant d'avoir une descendance. Tout cela pour une satisfaction immédiate. Nous apprîmes la nouvelle un beau jour lorsqu'elle nous rendit visite au village de ma mère. Entre parenthèses, je tiens à vous préciser que ces 2 femmes étaient en réalité des rivales, comme l'on dit aujourd'hui, même si nous pensions qu'elles étaient des sœurs d'une même famille, tellement elles paraissaient s'entendre merveilleusement bien. Je me demandais comment mon père avait réussi un tel exploit. Notre belle-mère nous avoua. Je n'en pouvais plus de voir mes enfants qui réclamaient de la viande pleurer. Elle était très étonnée lorsqu'elle constata que nous possédions un grand troupeau de chèvres. Elle prit conscience qu'en sacrifiant son animal, elle avait ainsi choisi la satisfaction immédiate, aux dépens d'un avenir heureux. De nouveaux maîtres et l'extermination des chèvres. Alors que de Mussolini naquit un grand troupeau, qu'en était-il des nombreuses chèvres de nos cousins? Le troupeau avait-il doublé ou triplé? Rien du tout. Ces derniers les avaient exterminés, tout comme leurs bœufs, les moutons et leurs volailles, dans un espace de temps relativement court. Que voulez-vous? Il est difficile, dit-on, de bien administrer les biens non acquis par ses propres efforts. Ce fut le cas pour nos cousins qui se retrouvèrent du jour au lendemain maîtres de l'héritage de leur oncle, mon père. Contrairement à ce dernier qui était éleveur, eux étaient fils biologiques de chasseurs. Dès lors, ils tuèrent le bétail de leur défunt oncle, comme leur père abattait les antilopes dans la forêt. Par cette pratique, ils vidèrent toute la ferme de ses troupeaux. Un jour, alors que j'avais 10 ans, ma mère, mes frères et moi visitâmes l'exploitation. Il n'y avait plus aucune chèvre,
ni aucun mouton. Nous fûmes très étonnés. Et comme j'étais encore trop jeune pour savoir me taire, je demandai au responsable la raison de l'absence des animaux. Écoute mon petit, nous les avons éliminés au profit des champs de manioc. Je savais que cette raison n'était pas la bonne. Le travail dans les champs de manioc étant réservé aux plus démunis du village qui ne pouvaient s'acheter les chèvres. Mais ayant exterminé le bétail, ils n'avaient plus de choix que de survivre avec le champ. Cette situation rappelle Adam et Ève après avoir péché. Ils perdirent la gloire et furent forcés de faire le champ. Ceux qui héritent de richesses sont souvent pressés de les dépenser. Ils pensent à tort, comme le bonhomme Richard de Benjamin Franklin. Que ferait une si petite dépense devant cette grande fortune? Mais à force de puiser l'eau du puits, sans rien y mettre, on finit par voir le fond. Quand le puits est vide, c'est alors que l'on connaît le prix de l'eau. C'est ce qui se passa avec nos cousins. Ainsi finit l'histoire de la chèvre de ma mère. D'elle naquit un grand troupeau. Celle de notre belle-mère fut dévorée sans descendance. Quant au troupeau de mes cousins, ils furent exterminés pour satisfaire leurs besoins immédiats. Pourquoi ai-je écrit la chèvre de ma mère? Ma maman n'a jamais fréquenté l'école, même pas le niveau primaire. En ce 21e siècle, elle ne sait malheureusement pas lire l'heure. Pourtant, j'ai appris d'elle une grande leçon sur la richesse et l'enrichissement, qui me permet de partir de strictement rien et de devenir un grand homme d'affaires. Ma réussite est l'un des sujets principaux de mes conférences, coachings, cours ou séminaires sur le succès financier personnel. Lorsque je parcours le monde pour donner mes enseignements, je constate que les gens sont d'abord sceptiques, victimes d'une idéologie coloniale selon laquelle il n'est pas bon de vouloir devenir riche. Nombreux ne peuvent plus se libérer de cette croyance. Pour eux, avoir beaucoup d'argent, c'est un péché. Mais après mes interventions, nombreux sont ceux qui finissent par comprendre qu'il n'y a pas de mal à vouloir avoir plus. Alors renaissent en eux le désir de réussir et un intérêt pour le succès financier. C'est alors qu'ils me demandent s'ils peuvent, eux aussi, au vu de leurs circonstances difficiles, espérer réussir comme moi. Ce à quoi j'ai toujours répondu énergiquement « oui ». Selon moi, il est possible et restera toujours possible pour quiconque voudrait réussir à faire non seulement comme moi, mais aussi voire plus, s'il applique les principes que j'avais moi-même aussi appliqués pour résoudre mon problème. Ils se demandent presque toujours comment ils peuvent y parvenir alors qu'ils n'ont pas de fonds pour commencer. Plusieurs ont des idées géniales, mais pas d'argent. Je leur raconte alors l'histoire de la chèvre de ma mère. Une analogie qui prouve que la réussite reste envisageable et accessible. Dieu merci. Car, partant de cette histoire, nombreux avouent parvenir à une bonne compréhension du principe de la création des richesses et finissent par se convaincre qu'ils peuvent, eux aussi, prendre leur avenir en main. De même, vous, lecteurs de cet ouvrage, s'il y a en votre fort intérieur un réel désir de réussir et si le manque de fonds vous freine, cette expérience peut vous aider. Premièrement, à comprendre la loi à laquelle obéit inconditionnellement la richesse. Et deuxièmement, à en faire la meilleure application possible afin de transformer votre avenir financier. La simplicité de l'histoire de la chèvre de ma mère devrait vous convaincre que vous pouvez vous aussi devenir riche, quelle que soit votre situation actuelle. En effet, cette sagesse simple contient un secret puissant qui peut transformer le destin de ceux qui la comprennent et l'appliquent. Il est ce principe de base par lequel toutes les grandes fortunes auprès desquelles recourent nos gouvernements avaient été construites avant le XVIIIe siècle. L'expérience de mon échec, un diplôme pour rien. Je suis d'une génération qui a grandi avec l'illusion selon laquelle à l'école, on nous apprenait comment réussir financièrement. Nos parents ne nous apprenaient que cela. Vas à l'école si tu veux devenir quelqu'un. Si tu obtiens un bon diplôme, tu gagneras bien ta vie. D'ailleurs, la majorité de nos revenus provenant des chèvres fut investie dans mes études.
je fus le premier de toute la famille à fréquenter l'université. Mes études achevées, j'étais convaincu que j'étais bien formé pour travailler et devenir riche. Mais je fus confronté à un problème de taille. Je ne trouvais aucun emploi valable avec mon diplôme de philosophie. 3 ans après mes études, je travaillais dur car je voulais réussir, mais ne gagnais mensuellement que l'équivalent de $15. Le temps avait changé. Nous étions en période de chômage. Le seul fait d'être titulaire d'un diplôme n'ouvrait plus automatiquement les portes au bon emploi. Pour la première fois dans l'histoire de nos jeunes nations, on dénombrait plus de diplômés que d'emplois disponibles. S'il y avait des chômeurs parmi les juristes, les ingénieurs et les économistes, nous autres philosophes n'avions rien à espérer. C'était une branche qui ne payait pas. Je l'avais suivie faute de mieux, car c'était la faveur que les missionnaires me faisaient dans l'espoir que je pouvais devenir prêtre. À 28 ans, je pris conscience que mon rêve de réussite ne se réaliserait peut-être jamais, d'autant plus que le diplôme universitaire pour lequel j'avais consacré toute ma jeunesse n'était plus la garantie d'un succès. C'était un papier sans valeur. Je craignais d'entrer dans la trentaine sans avoir fondé une famille et sans être capable de me prendre en charge, ainsi que ma maman qui m'avait élevé grâce à sa chèvre. J'étais terrifié et préoccupé. Voulant absolument réussir, je tentais de toutes mes forces de trouver un travail, mais en vain. Puis, je cherchais une bourse pour sortir du pays et parfaire mes études, espérant ainsi qu'un diplôme m'aiderait à réussir. Mais les portes des bourses étaient hermétiquement fermées. J'élaborais plusieurs projets intéressants et me mis à la quête d'un financement. Là aussi, sans résultat. Après plusieurs vaines tentatives pour gagner davantage, ma situation devenait de plus en plus précaire. Je pense que vous êtes déjà passé par ce moment où la vie paraît sans issue. Je ne voyais vraiment pas gagner ma vie sans un bon emploi. C'est alors que je réfléchis pour la première fois en ces termes. Comment ma mère, qui n'avait pas été à l'école, avait-elle réussi de nous élever tant bien que mal? Mais moi, malgré mon diplôme, je ne suis même pas à mesure de me prendre en charge. Lorsqu'on est issu d'une famille pauvre, peut-on espérer réussir malgré tout? Comment trouver des fonds de départ pour se lancer dans une affaire? À ces questions, toutes les leçons apprises à l'école semblaient inefficaces. Vous ne me croyez peut-être pas maintenant, mais un jour, vous me donnerez raison. L'école peut tout apprendre, sauf comment remplir ses poches. Même si nous voyons aujourd'hui en Afrique que des millions de gens qui sont sortis de l'école conventionnelle ne sortent pas de la pauvreté, personne n'a le courage de remettre une certaine conception en cause. Réussir financièrement semble être le plus grand défi de la majorité des Africains, même parmi les plus diplômés. Même si certains inconscients continuent à répéter machinalement que l'argent est la source de tous les maux, je pense que c'est le contraire. C'est la pauvreté qui est la source de beaucoup de difficultés. Et notre continent en est la preuve. Ne trouvant aucune réponse satisfaisante à mes questions, je me posais une autre interrogation. Comment ma mère, illettrée, est-elle parvenue à nous élever, alors que moi, avec un important diplôme, je n'arrive à rien du tout? Le secret de ma mère. Une question bien posée peut contenir une bonne partie de la réponse. C'est grâce à la réflexion suscitée par ce questionnement qu'un jour je parviens à établir le parallélisme entre la chèvre de ma mère au village et les billets de banque en ville. Je finis par comprendre que ces derniers n'étaient qu'une représentation de nos chèvres au village. La chèvre était le capital, la richesse, l'argent de ma mère. Dans la ville où je vivais, une chèvre coûtait $50. Je résolus de ne plus suivre la voie classique vers la réussite qui consistait à chercher indéfiniment un travail qu'on ne trouvait jamais ou à attendre désespérément un crédit pour un capital de départ dans les affaires. Alors qu'une banque digne de ce nom n'en octroyait pas à ceux qui commençaient. Je tiens à rappeler que dans beaucoup de pays d'Afrique, comme là où j'ai vécu, la banque ne peut vous octroyer un crédit que si vous arrivez à présenter des garanties en immobilier équivalent au montant que vous sollicitez. N'est-ce pas une manière de condamner le pauvre à jamais à la pauvreté? Comment quelqu'un
qui ne gagne même pas de quoi construire une maison, peut-il présenter la garantie d'une maison? C'est bien cela le paradoxe. Comment cette histoire a changé ma vie? Par analogie à la chèvre de ma mère, je compris que chaque fois que j'avais un billet de $50, je possédais moi aussi une chèvre. De même, lorsque je dépensais une telle somme pour une satisfaction immédiate, cela équivalait à tuer la bête et à mettre fin à toute la descendance qu'elle pouvait m'offrir à long terme, comme l'avait fait ma belle-mère. Je compris que, comme avec ma mère, je devrais garder le billet de $50 et le faire fructifier. Mais le problème, c'est que je ne le possédais pas. Je me fixais l'objectif d'atteindre d'abord $50, l'équivalent d'une chèvre, mais avec mon revenu mensuel de $15, je ne pouvais, malgré mes sacrifices, économiser plus que $10 par mois. Il me fallait donc attendre 5 longs mois pour réunir cette somme. À cette époque, je fis des recherches approfondies sur les lois de la richesse financière et de l'enrichissement. Je ne découvris rien d'autre que cette loi de l'épargne. Épargner au moins 1/10 de tout ce que l'on gagne pour parvenir à l'autonomie financière. Bien que ne croyant pas trop à ce principe, je pris la résolution de l'expérimenter. Heureusement pour moi, le miracle s'accomplit en moins de 3 mois. Avec un ami, j'aidai un aîné à faire ses courses. Pour nous remercier, il nous gratifia chacun de $30. Ce soir-là, je me retrouvais avec $50, soit l'équivalent de la chèvre de ma mère. J'étais très content, revivant en quelque sorte cette histoire d'enfance. Mon collègue agit exactement comme ma belle-mère, c'est-à-dire qu'il dépensa l'argent, achetant des habits pour assister à une fête de fin de semaine. Quant à moi, j'imitais ma mère, prenant la décision de ne pas tuer la seule chèvre que j'avais, dans l'espoir qu'elle procrée. En vérité, devenir riche n'a pas uniquement à voir avec la quantité d'argent qu'on gagne, mais surtout avec ce qu'on fait avec son argent gagné. De notre façon d'utiliser l'argent, nous ressemblons toujours à l'une des 3 catégories des gens. Ma belle-mère représente toutes ces personnes qui gagnent de faibles revenus et qui malheureusement les utilisent uniquement pour les dépenses de consommation et trouvent que ce qu'ils gagnent est tellement insuffisant qu'il n'est pas question d'économiser. Ce sont ceux qui tuent leur seule chèvre. Ils sont condamnés à rester pauvres pour le reste de la vie. Les cousins représentent ceux de la classe moyenne, ceux qui gagnent des revenus élevés, mais qui ont un standing de vie tellement élevé au point qu'ils gaspillent tous leurs revenus dans la consommation. Voyages, voitures, habits, etc. Ce sont ceux qui tuent leur troupeau de chèvres et n'économisent rien. Ma mère représente ces personnes qui parfois gagnent de très faibles revenus, mais qui, dans leur sagesse, font le sacrifice d'économiser une partie de ces revenus dans l'objectif de constituer un capital d'investissement. Elles connaissent la loi de la prospérité financière. Un troupeau peut naître d'une seule chèvre. L'argent peut-il se multiplier? Le problème qui se posait était de savoir comment faire fructifier les $50. La chèvre enfantait naturellement. On ne pouvait que la nourrir et attendre le miracle de la vie. Le billet de $50, qui équivalait à la chèvre, ne pouvait pas se multiplier soi-même. Alors, je lis la suite de la loi de la prospérité financière après l'économie. Parvenir à bien investir ses économies afin de générer des intérêts. Je me fixais alors l'objectif d'atteindre $400, soit l'équivalent d'un troupeau de 8 chèvres. J'avais prévu de rendre toutes sortes de petits services pour gagner cet argent. Malgré quelques difficultés au début, je finis à force de travail et d'économie à réunir les $400, et ce, en moins de temps que prévu. J'avais ainsi compris l'autre principe du succès, avoir des objectifs élevés et des plans pour les atteindre. Je voulais doubler mes fonds, mais ayant saisi que l'objectif devait être conséquent, je me fixais comme but de rassembler $3 500 en une année. Comme j'étais déjà bien rodé en matière d'économie et de débrouillardise, je parvins à cet objectif avant 12 mois. Cette somme, j'aurais pu l'utiliser pour meubler ma maison, me payer une voiture ou bien des vêtements. Mais, étant donné qu'elle représentait le troupeau des chèvres de ma mère, je ne voulais pas la dépenser. Je déménageais dans une autre ville. Le coût de la vie étant de loin plus élevé,
une chèvre valait 100 $ au lieu de 50 $. J'en conclus que mon capital équivalait à 35 chèvres. Je ne pouvais donc pas me sentir pauvre. C'est ainsi que j'ai commencé dans les affaires. Dans les pages qui suivent, je vais vous faire part de ces principes qui m'ont permis de passer de 15 à 50 $, de 50 à 400 $, de 400 à 3500 $, puis de 3500 $ au million. Si vous pouvez donc espérer obtenir un billet de 50 $ ou de 100 $, selon le prix de la chèvre dans votre milieu de vie, alors vous avez la chance vous aussi de vous enrichir, comme moi, à condition de respecter le principe de l'épargne et de suivre les astuces et stratégies que j'expose dans ce livre. En résumé, la prospérité répond à une loi naturelle, celle de l'épargne et de l'investissement. De même qu'un troupeau de chèvres naquit d'une seule chèvre bien gardée, vous pouvez aussi devenir riche progressivement si vous économisez et investissez une partie de votre présent revenu. Cela est une responsabilité personnelle. N'attendez ni le gouvernement, ni personne d'autre pour le faire à votre place. Un avenir riche se crée par l'application de la sagesse financière. Deuxième partie, les escaliers vers la richesse. Voir les choses avec les yeux de la réalité. Êtes-vous dans la campagne ou en ville? Qu'importe. J'aimerais vous parler d'un fait pathétique. Je suis né dans un village perdu d'Afrique où j'ai passé ma jeunesse avant d'arriver un jour en ville. Au village, tout ne se paie pas avec l'argent. L'eau est puisée directement à la source et la nourriture vient essentiellement de la forêt ou de la terre. Le logement est construit avec des matériaux gracieusement coupés dans les forêts. On se déplace généralement à pied. Néanmoins, on achète certains articles comme des vêtements, des allumettes, des bougies, des médicaments, etc. Quand j'étais au village, je pensais qu'en ville, les choses étaient différentes, que tout était disponible et gratuit, que l'argent tombait des arbres, que les pains étaient distribués par le gouvernement. Mais, une fois sur place, je fus surpris de constater que mes idées étaient bien loin de la réalité. En ville, la situation est bien pire. On paye presque tout, même l'eau pour boire ou se laver. Quand les parents rentraient de leur travail, ils rapportaient à leurs enfants du pain, du lait, du sucre, etc. L'eau et le courant étaient sans cesse disponibles. Les enfants de mon âge, nés en ville, semblaient ne pas se préoccuper de la source de leur argent. Je me dis qu'il existait certainement quelque part un arbre d'où tombaient des billets de banque. C'est alors que je me mis à sa recherche. Mais hélas, sans succès. Par ailleurs, je constatais que, contrairement au village où tout le monde avait presque le même niveau de vie, en ville, certains étaient des riches et d'autres pauvres, voire très pauvres. Les différences sociales étaient très importantes et visibles. Cependant, riches ou pauvres, jeunes ou vieux, tous dépensent toujours d'une manière ou d'une autre pour vivre. Certains sont nés pauvres, vivent pauvres et meurent pauvres. D'autres sont nés riches, vivent riches et meurent riches. D'autres encore sont nés riches, puis sont devenus pauvres. D'autres enfin sont nés pauvres, puis sont devenus riches. Dans ce livre, nous évoquons cette dernière possibilité. Comment, en étant pauvre aujourd'hui, devenir riche demain? Cela est très simple, dès lors que vous comprenez ces différents niveaux de vie et ce qu'il faut faire pour passer de l'un à l'autre. Vous pouvez écouter la version officielle et complète sur les différentes plateformes de streaming comme Spotify, Audible, Amazon, Google, Apple, Rakuten Kobo et plein d'autres. Si vous avez aimé cet extrait, mettez un like et partagez la vidéo.